En Russie a officiellement perdu la guerre d'hiver en Ukraine. Ce qui était censé être une période où les frappes à longue portée de la Russie contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine faciliteraient une avancée sur le terrain s'est transformé en un bain de sang pour les forces de Poutine. Des milliers et des milliers de corps Russes mutilés gisent maintenant dans les champs et sur les routes d'Ukraine. Et à la suite du bain de sang hivernal, l'Ukraine a lancé une offensive totale qui change tout. L'Ukraine ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Il existe toujours une menace imminente de la Russie qui arrivera au printemps et sera abordée plus tard dans la vidéo. Cependant, le fait que l'Ukraine transforme son propre territoire en un paradis hivernal de destruction russe est énorme. Et la Russie en a ressenti les effets dans le bain de sang que l'Ukraine a créé. Les chiffres sont arrivés et ils proviennent du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexander Siersky. Il déclare « Au cours des 3 mois d'hiver, nous avons éliminé plus de soldats ennemis que l'ennemi n'a réussi à enrôler. Et on ne peut nier cela quand on voit les chiffres. » Entre décembre 2025 et fin février 2026, la Russie a subi un nombre stupéfiant de 92 850 pertes, ce qui signifie des soldats qui ont été tués ou blessés. Cela représente une moyenne de 1030 et un soldat par jour, explique CSI. Et c'est la principale raison pour laquelle la Russie n'a fait aucun progrès significatif en hiver. Et pourquoi l'Ukraine a réalisé des gains aussi importants pendant une période de l'année où la Russie pensait jeter les bases d'une campagne réussie en 2026. Et ce ne sont pas seulement des soldats que la Russie a perdus dans le bain de sang hivernal. Des milliers et des milliers d'unités d'équipement russes ont été brûlées, détruites et rendues totalement inutiles pour l'offensive que la Russie souhaite mener en 2026. 322 autres chars ont été perdus au cours des 3 mois d'hiver, ce qui indique que même avec les assauts mécanisés plus limités de la Russie, elle perd encore un peu plus de 100 chars par mois. Ce n'est pas idéal pour un pays qui ne construit et ne reconstruit qu'environ 400 chars par an, dont certains sont des T-80 remis à neuf plutôt que les nouveaux T-90 que la Russie fabrique à un rythme d'environ 250 par an. Outre les pertes massives de chars, la Russie a également perdu 430 de ses véhicules de combat blindés pendant l'hiver, ainsi que 110 lance-roquettes multiples et 2967 unités d'artillerie. L'Ukraine a également paralysé 55 des systèmes de défense aérienne russes, ce qui a permis à l'Ukraine d'ouvrir des couloirs aériens plus sûrs qu'elle peut utiliser pour des frappes de drones et de missiles à l'intérieur de la Russie et des territoires occupés. 5 avions russes ont été abattus par des tirs ukrainiens, tout comme un hélicoptère. Et même sur le front des drones, la Russie a perdu 65 269 drones qui étaient essentiels à ses opérations en Ukraine. Cela continue. L'Ukraine a également détruit 65 unités d'équipement spécial non spécifiées pendant les mois d'hiver. Et sur le front des véhicules, la Russie a perdu bien plus que les chiffres déjà impressionnants de chars et de véhicules blindés que l'Ukraine a détruits. 11 927 autres véhicules ont disparu à jamais de l'armée russe. Il s'agira de véhicules tels que des motos, des camions et d'autres formes de transport que la Russie utilise de plus en plus pour transporter des troupes et des soldats après que la guerre de Poutine a eu des conséquences aussi désastreuses sur ses stocks de chars et de véhicules blindés. Oh, et l'Ukraine, le pays qui a à peine une marine, a également été efficace dans l'Holocauste pendant l'hiver. Elle a détruit un navire et un sous-marin, démantelant davantage la flotte de la mer Noire, qui a déjà été forcée de se retirer si loin de son ancienne base d'opération qu'elle n'a presque plus aucune présence dans la mer Noire. Rien de tout cela ne s'est déroulé comme prévu par la Russie. Comme l'a rapporté l'Atlantic Council le 26 février, la Russie a une stratégie très précise en tête pour les mois d'hiver 2025 et début 2026. Des barges constantes de missiles et de drones ont plongé les civils ukrainiens dans un froid glacial et une obscurité d'encre alors que les infrastructures d'électricité et de chauffage étaient dévastées. L'objectif de la Russie était de paralyser l'Ukraine par le froid,
de forcer ses dirigeants à concéder la guerre en imposant un fardeau si lourd aux non-combattants que l'Ukraine n'aurait pas d'autre choix. Comme le dit le Conseil, l'Ukraine était censée devenir invivable, une coquille de pays qui ne vaudrait pas la peine d'être défendu parce que la Russie aurait systématiquement démantelé tout ce qui faisait de l'Ukraine un État souverain en premier lieu. L'objectif final est de priver l'Ukraine de la capacité industrielle de se défendre et de détruire les commodités de base pour maintenir même un niveau de vie minimum. Les responsables du Kremlin espèrent que cela brisera le moral des Ukrainiens et permettra à Poutine de dicter les conditions de paix, rapporte l'Atlantic Council. Cependant, la stratégie de guerre hivernale russe a échoué. Avec l'approche du printemps, l'Ukraine pourra consacrer les mois plus chauds à venir à la reconstruction de son infrastructure énergétique et de sa capacité industrielle en ruine. Quant à la Russie, son objectif de retirer l'Ukraine de la guerre en terrorisant son peuple et l'État dans son ensemble a clairement conduit le Kremlin à détourner le regard de sa propre situation militaire. Plus de 90 000 soldats russes sont morts ou ont été blessés en seulement 3 mois de combat. Pour replacer cela dans son contexte, on estime que la Russie n'a perdu qu'un sixième de ce nombre pendant sa guerre de 10 ans avec l'Afghanistan entre 1979 et 1989. Alors, bravo Poutine! On suppose que vous avez réussi à créer une armée moins efficace que celle qui a complètement échoué à prendre l'Afghanistan au plus fort de l'Union soviétique. Et ce n'est pas comme si le général Hoover, quittant enfin l'Ukraine, avait amélioré la situation pour la Russie. Alors que nous entrons dans le printemps, Poutine doit faire face à la contre-attaque ukrainienne, dans laquelle nous allons plonger très bientôt. De plus, même si le temps plus chaud descend sur l'Ukraine, la Russie continue de perdre un nombre catastrophique de soldats. Le New Voice of Ukraine rapporte que l'état-major de l'armée ukrainienne a signalé que la Russie a perdu 960 de ses soldats du 1er mars au 2 mars seulement. Bien sûr, c'est un peu en dessous des 1030 et un soldat qu'elle perdait en moyenne pendant l'hiver. Mais c'est toujours dans la région des 1000 soldats par jour, ce qui nous indique que le bain de sang hivernal va être prolongé en un massacre printanier. Mais bon, Poutine pourrait penser... Perdre de vastes quantités de soldats n'est pas nouveau pour mon invasion de l'Ukraine. Tant que la Russie prend du territoire en échange de ses pertes, alors le bain de sang hivernal en vaut la peine. Désolé Poutine, mais c'est un problème encore plus important pour la Russie. Non seulement la Russie ne parvient pas à prendre une quantité de territoire qui se rapproche de ce qu'elle doit prendre pour justifier ses pertes, mais elle perd du territoire occupé à un rythme si massif que l'Ukraine a dépassé la Russie en termes de territoire pris. Nous allons bientôt parler de ce revirement. Avant cela, examinons les chiffres de capture de territoire de la Russie pour décembre, janvier et février. Gardant à l'esprit que 92 850 pertes au cours de cette période de 3 mois représentent 30 860 pertes par mois. En décembre, la Russie a capturé 445 km ou 171,8 miles d'Ukraine selon Ukraine Breaking News. Cela conduit à un taux de perte de près de 171 soldats par mile carré. Il est difficile d'obtenir des chiffres confirmés pour janvier et février. Cependant, selon une évaluation de l'Institute for the Study of War ou ISW, la Russie n'avait réussi à s'emparer que de 572 km ou 220,85 miles entre le 1er janvier et le 19 février. Cela représente environ 4,4 miles par jour. Donc, un peu de mathématiques nous indique que si la Russie avait continué au même rythme pendant le reste du mois de février, elle aurait capturé 39,7 miles carrés supplémentaires d'Ukraine. Additionnez tous les chiffres et vous obtenez environ 260,66 miles carrés en échange de 60 et 1720 pertes ou 237 pertes par mile carré capturé. En d'autres termes, la Russie a ralenti pendant l'hiver et elle a commencé à perdre plus de soldats par mile carré qu'elle n'en a capturé en Ukraine.
Cela seul suffirait à déclarer la guerre d'hiver gagnée pour l'Ukraine, d'autant plus que des gains russes aussi pathétiques ne font pas grand-chose pour préparer Poutine aux offensives de printemps et d'été que nous allons aborder vers la fin de la vidéo. Mais alors que la Russie peinait à réaliser ces minuscules gains, l'Ukraine faisait quelque chose que Poutine n'avait jamais prévu. Vers la fin du mois de février, les forces d'assaut aérien ukrainiennes, ainsi que les principales unités de drones et les groupes d'assaut au sol menant des opérations de recherche et de destruction, ont commencé à se frayer un chemin dans les zones grises et les territoires occupés du sud et du sud-est de l'Ukraine. Une offensive majeure sur l'axe d'Alexandrivka a eu lieu et est toujours en cours, voyant l'Ukraine faire des gains remarquables contre la Russie en direction de Zaparizhia et lentement, mais sûrement en direction de la Crimée. Le but de cette offensive était la destruction totale des groupements russes, probablement de petites unités de soldats infiltrés, maintenant des points d'appui lâches dans les territoires occupés, pour permettre à l'Ukraine de renforcer ses défenses à Zaparizhia et Dnipropetrovsk. Aidée par la perte d'accès de la Russie à Starlink, qu'elle avait utilisé pour les opérations de drones et les communications à travers la ligne de front, l'Ukraine a passé le mois de février à transformer ce qui était déjà une guerre d'hiver ratée pour la Russie en un spectacle tellement humiliant que Poutine pourrait ne jamais s'en remettre. Comment? Nous répondrons à cette question dans un instant. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez le Military Show et nous vous présentons l'image complète, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous si vous voulez garder une longueur d'avance. Le 20 février, l'Ukraine avait fait tellement de percées qu'elle avait réussi à libérer 300 km, soit environ 115 miles carrés de territoire à la Russie en quelques semaines. En cours de route, l'Ukraine a repris 8 colonies, qu'elle peut maintenant utiliser à la fois comme nœud défensif fortifié et comme tremplin pour des incursions plus profondes dans le sud. Et c'est précisément ce que l'Ukraine a fait. La contre-attaque hivernale dans le sud de l'Ukraine avait donné encore plus de résultats le 22 février. SGI a rapporté que l'Ukraine détenait 400 km, soit 155 miles carrés de territoire libérés à ce moment-là, ce qui comprenait certaines régions qu'elle avait reprises vers la fin du mois de janvier. Tout cela signifie deux choses pour la Russie. La seconde, nos téléspectateurs les plus attentifs l'auront peut-être déjà compris en entendant ces chiffres. Premièrement, ce qui était censé être une poussée russe en Ukraine pendant l'hiver s'est transformé en une contre-attaque ukrainienne, même si la Russie nourrit davantage de ses soldats dans le hachoir à viande. Non seulement la Russie ne parvient pas à briser les défenses de l'Ukraine, mais elle est obligée de regarder l'Ukraine montrer à la Russie comment faire dans le sud du pays. Deuxièmement, et plus important encore, le revirement hivernal est si important que cela signifie que pour la première fois depuis août 2024, lorsque l'Ukraine a contre-envahi Koursk, l'Ukraine libère plus de territoire que la Russie n'en capture. Euromeden Press rapporte que le projet de surveillance du renseignement en source ouverte de l'État profond affirme que la Russie a pris encore moins de territoire que ce que l'ISW a rapporté en janvier et février. Selon l'État profond, la Russie a capturé 245 km ou 94,5 miles d'Ukraine en janvier et elle enchaînait avec un pitoyable 126 km ou 48,6 miles en février. Si ces chiffres sont exacts, cela signifie que l'Ukraine a libéré plus de territoire entre la fin janvier et février 2022 que la Russie n'a réussi à en prendre à peu près sur la même période. Ce que cela signifie, c'est qu'un mauvais hiver est devenu désastreux pour Poutine. Le meilleur scénario pour la Russie aurait été quelques mois de stagnation, avec peut-être quelques gains mineurs ici et là. Au lieu de cela, la Russie doit faire face à la réaction de l'Ukraine dans le sud, au point où elle prend peut-être plus du triple du territoire que les forces moribondes de Poutine capturent, au moins. Le bain de sang était vain. L'équilibre a changé dans la guerre en Ukraine, et il est clairement en faveur de l'Ukraine. Taras Chmut, qui est le chef de la Comeback Alive Foundation, ainsi qu'un membre du conseil de surveillance de l'Agence d'approvisionnement de la défense de l'Ukraine,
l'a déclaré dans un message Facebook du 1er mars, où il a dit « La Russie a perdu la bataille de l'hiver et nous avons gagné. Le premier jour du printemps, le jour ensoleillé, s'allonge. Il fait de plus en plus chaud. L'Ukraine poursuit son combat. » Sur la ligne de front, pour la première fois depuis des mois, voire des années, nous avons commencé à libérer plus de territoires que nous n'en avons perdu. C'est la dérussification de l'Ukraine à la plus grande échelle que nous ayons vue depuis des années. L'Ukraine a transformé le bain de sang hivernal en une offensive totale qui prouve que la Russie est une force de plus en plus épuisée, alors que Poutine tente de se préparer à un printemps et un été qui sont censés apporter des gains massifs aux forces russes. Cependant, il y a une mise en garde à tout cela. Aussi impressionnante que soit la campagne hivernale de l'Ukraine, ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, la Russie a de grands projets pour le reste de 2026. Bien que vous allez bientôt découvrir les grands points d'interrogation qui planent sur ces plans à la suite des guerriers d'hiver ukrainiens qui ont tant accompli en 3 mois. Zelensky lui-même a exposé ses plans, notant qu'ils commencent par l'augmentation des frappes de missiles et de drones russes que l'Ukraine a absorbés tout au long de l'hiver, alors que les forces russes capitulaient ou, dans la plupart des cas, mouraient sur le terrain. La Russie a maintenu sa stratégie de frappes aériennes contre les villes et l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Au cours des 3 mois d'hiver, Zelensky affirme que la Russie a lancé 738 missiles, 14 670 bombes aériennes guidées et près de 19 000 drones d'attaque sur l'Ukraine. Parmi les plus importantes frappes uniques de la Russie, il y a eu une attaque le 6 décembre avec 700 cibles aériennes, dont plus de 50 missiles, le tout dans le cadre de la campagne terroriste dont nous avons parlé plus tôt. La seule grâce salvatrice que la Russie a, alors que la guerre entre dans le printemps, est qu'elle peut continuer à bombarder l'Ukraine de loin, même si ses forces terrestres sont repoussées ou meurent en masse. Cependant, même ces missiles et drones ne vont pas faire grand-chose pour aider l'armée russe avant l'offensive terrestre que la Russie a prévue. Les ISW et TVP World ont tous deux fait état de cette offensive prévue. Selon ce dernier, qui rapporte des chiffres de Deep State, la Russie prévoit une poussée majeure dans l'est de l'Ukraine avec plus de 100 000 soldats. Il est intéressant de noter que c'est nettement moins que les 170 000 soldats que la Russie a déployés pour prendre Makrovsk à elle seule pendant l'été 2025 et jusqu'en 26. Comment la Russie pense-t-elle s'attaquer au reste de la ceinture de forteresse de Donetsk, qui est encore plus fortifiée que Makrovsk avec 70 000 soldats de moins, c'est à deviner. Pourtant, 100 000 soldats dans l'Est, c'est encore plus que la plupart des armées actives en Europe. L'ISW ajoute que la Russie a commencé à tenter des frappes d'artillerie dans l'est de l'Ukraine, ce qui, selon elle, prépare une poussée plus profonde dans Donetsk. Il y a aussi des indices que la Russie a l'intention de pousser vers Zaporizhia et Dnipropetrovsk, comme nous l'avons mentionné plus tôt au printemps et à l'été 2026. Donc, ce que nous voyons l'Ukraine faire dans le sud en ce moment peut être la libération du territoire en préparation du deuxième aspect de la prochaine offensive russe. De plus, le plan de l'Ukraine peut impliquer de forcer la Russie à dépenser encore plus de ses réserves pour reprendre les colonies du sud libérées. En supposant que cela soit même possible pour les forces de Poutine, ce qui ne fera qu'affaiblir davantage une force déjà plus petite à Donetsk que celle que nous avons vue la Russie amassée pour l'été 2025, la Russie pourrait être devenue encore plus ambitieuse que tout cela ne le suggère. Selon Zelensky, les plans de la Russie s'étendent jusqu'en 2027. Et dans un coup dur pour Poutine, l'Ukraine a mis la main sur ses plans, elle saura donc précisément ce que la Russie a l'intention de faire. Nous comprenons que leurs orientations restent pertinentes. L'occupation de l'est de notre État, à savoir les régions de Donetsk et de Lugansk. Ils veulent, sans aucun doute, continuer en direction de la région de Zaporizhia et aussi vers la direction de Dnipro. C'est difficile pour eux, mais ils regardent la région d'Odessa, a déclaré Zelensky le 2 mars. C'est très bien pour la Russie d'avoir ces plans.
Mais comme le souligne Zelensky, et comme le souligne le lourd tribut que les échecs hivernaux de la Russie ont prélevé, la Russie n'a pas la capacité de faire en sorte que tout cela se produise. Nous voyons ces directions, mais ces cartes pour l'instant n'ont rien en commun avec la réalité, car elles ne peuvent pas accomplir les tâches, ajoute Zelensky. Et comme le souligne le Times, la Russie recrute désormais officiellement moins de soldats volontaires pour la guerre de Poutine qu'elle n'en perd sur le champ de bataille. Le média souligne les chiffres partagés par des responsables occidentaux, qui sont encore pires pour la Russie que ceux proposés par Siski. Ces responsables affirment que la Russie a perdu en moyenne 40 000 soldats par mois entre novembre et janvier, ce qui lui a donné un déficit de recrutement de plusieurs milliers d'hommes pendant une grande partie de l'hiver. C'est le manque de capacité russe en action. Pour chaque soldat volontaire que la Russie ne parvient pas à recruter, elle doit puiser dans ses réserves. Ces réserves étaient censées être préparées pour l'offensive de printemps et d'été. Donc, le fait qu'ils doivent se diriger vers l'Ukraine maintenant, probablement pour être tués comme leurs camarades, est précisément ce que Poutine ne veut pas. La Russie a perdu des soldats pendant l'hiver qui n'étaient même pas censés être encore en Ukraine, et elle a perdu du territoire sur lequel elle aurait compté pour ses poussées dans les directions de Zaporizhia et d'Dnipropetrovsk. En d'autres termes, et nous l'avons déjà dit, la Russie est une force épuisée à plus d'un titre. Alors que Poutine essaie de faire face à des problèmes de main-d'œuvre paralysants, il doit également faire face à la faiblesse des prix du pétrole et aux contraintes sur les ressources russes causées par les sanctions, qui causent tous des dommages majeurs à l'économie russe. Cette économie est dans la zone de la mort, a rapporté The Economist le 16 février, alors que les revenus d'exportation de la Russie diminuent et que les déficits budgétaires augmentent. Qu'est-ce que cela signifie pour un Kremlin qui a passé une si grande partie de la guerre à compter sur des paiements massifs aux soldats volontaires juste pour maintenir son avantage en matière de main-d'œuvre en Ukraine? Ça ne peut pas être bon. Quand l'argent sera épuisé, tout ce qui restera à la Russie, ce seront ses réserves, qui sont déjà déployées tôt et ont passé une grande partie de l'hiver à mourir en Ukraine. Avec tout cela à l'esprit, le bain de sang russe pendant l'hiver a des répercussions massives. L'Ukraine libère des quantités records de territoire. La Russie perd des soldats et du matériel à un rythme tel que tout ce qu'elle a prévu pour ses offensives de printemps et d'été semble déjà voué à l'échec. L'Ukraine sait maintenant précisément ce que la Russie veut faire jusqu'à la fin de 2027. Et vous pouvez garantir que tout ce que l'Ukraine fera à partir de maintenant sera conçu pour contrer les plans déjà chancelants de Poutine. Et puis, il y a toujours le problème de Starlink que la Russie doit surmonter. Cela a joué un rôle énorme dans la facilitation des contre-attaques hivernales de l'Ukraine. Si vous voulez en savoir plus sur la fermeture de Starlink et sur ce que cela signifie pour plus de 700 000 Russes qui se battent en Ukraine, consultez notre vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show afin d'être toujours une étape en avant en ce qui concerne les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, d'avoir regardé.